Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau rendez-vous hebdomadaire J'ai vu de la lumière, je suis montée. Une émission enregistrée dans le studio Saracol, studio de Jérusalem. Sur le plateau, nous allons retrouver chaque semaine des invités de tous bords. J'aurai la chance d'avoir à mes côtés mon copilote, son Excellence l'ambassadeur Daniel Gall. Nous apporterons un regard innovant sur les différentes infos de la semaine. Alors aujourd'hui, autour de la table avec nous, j'ai la chance de recevoir Marilyn Medioni. Bonsoir. Bonjour. Alors Marilyn, vous étiez rédactrice en chef du magazine Vision d'Israël et aujourd'hui vous êtes rédactrice en chef d'un nouveau site d'info qui s'appelle mondejuif.info. Oui, effectivement, depuis 2 semaines. Alors, à vos côtés, Yohan Tayeb, directeur de la publication Monde Juif Info. Vous vous êtes fait remarquer en France, Yohan, par vos actions militantes en faveur d'abord de la libération de Gilad Shalit et aussi pour avoir réussi à interpeller et déstabiliser Stéphane Hessel lors de la parution de son livre. Tout à fait. On a aussi la chance d'avoir avec nous Nathalie Blo. Bonsoir. Bonsoir Nathalie, elle est rédactrice en chef de la version française du prestigieux et mythique Jérusalem Post. Daniel, bonsoir. Bonsoir vous. On se retrouve encore aujourd'hui au micro. Alors le premier sujet de la semaine, c'est un sujet qui concerne tous les Israéliens, on en parle dans toute la presse, c'est la prochaine visite de Barack Obama chez nous. Alors, le chef d'État américain et le Premier ministre israélien ont décidé cette visite ensemble. Quelques jours après la victoire de ce dernier au scrutin du 22 janvier, le déplacement devait intervenir immédiatement après la formation de la nouvelle coalition gouvernementale. Ça a été un petit peu reculé, retardé. Et puis, les spéculations vont bon train sur le but exact de cette visite, parce que les sujets de discussion ne manquent pas. On peut parler de la Syrie, de l'Iran, on peut parler des négociations avec les Palestiniens. Mais un haut fonctionnaire américain a confié que la véritable raison de ce voyage était inconnue. La Maison-Blanche va sans doute trouver une bonne raison pour justifier cette visite, Daniel. Peut-être tout simplement parce qu'il avait pris l'engagement lors de sa campagne de venir en Israël. Oui, alors, il veut... parce qu'il avait été d'abord très reproché de n'avoir pas venu durant son premier mandat. Il avait préféré aller au Caire et ailleurs. Ah ben voilà, ça peut être une des raisons. Voilà. Alors, il l'avait dit durant la campagne, mais je viendrai cette fois-ci. Alors, Obama veut s'adresser aux Israéliens. Il l'a dit, il l'a fait savoir, mais nous ne savons pas encore d'où il parlera. Est-ce que ce sera de la Knesset, du musée d'Israël, de l'université Bar-Ilan? Nathalie, il y a beaucoup de... Il y a eu plusieurs endroits qui ont été évoqués, effectivement. Moi, je voudrais juste faire une petite parenthèse, parce qu'effectivement, on parle beaucoup du lieu de l'intervention. Certes, ça peut être très symbolique. La Knesset, évidemment, ça nous toucherait beaucoup. Il y a aussi quelques initiatives militantes pour Place Rabin à Tel Aviv. Pour le fameux Speech for Peace. Voilà, exactement. Et puis, en riposte à ça, il y a eu certains militants, plus d'extrême droite, qui lui ont proposé de venir dans des implantations de Samarie. Mais moi, ce que j'aimerais beaucoup, et ce qui, à mon avis, serait très, très porteur au sein des Israéliens, ce serait quelques petits mots en hébreu, très chaleureux, une déclaration d'amour, comme a su le faire Bill Clinton quand il était venu pour l'enterrement de Rabin. On se souvient de son Shalom Chaver. Je crois que si Obama était capable d'arriver en disant Shalom Israël, Israël Chai, quelque chose, 2-3 mots en hébreu qui soit une déclaration d'amour, on serait tous conquis, on n'en demanderait pas plus. Israël Yoken, absolument. Alors, lors de son dernier voyage, il avait mis un petit mot au kotel. C'est une photo qui a fait le tour du monde. On a même su ce qu'il avait écrit sur ce petit papier, Daniel. Oui, mais je voudrais dire tout d'abord qu'il faudrait relativiser le voyage, parce que et hier, on en a eu la preuve. Vous savez, il y a eu le discours de l'État, ce qu'on appelle. C'est quand il s'adresse au début de son mandat devant le Sénat et le Congrès. Et la part réservée à la politique extérieure était minime par rapport à la part réservée aux problèmes économiques des États-Unis aujourd'hui. Mais le grand message, il vient parce que les États-Unis en ont marre de se voir placés en seconde position comme puissance mondiale. Ils veulent réaffirmer à tout le monde, nous sommes la première puissance au monde. Très bien, bien on attend Obama, et puis on aura l'occasion d'en reparler après ce voyage. Alors, les femmes font parler beaucoup d'elles en ce moment en Israël. Daniel, on essaye de se faire une petite place dans ce monde de machos. Oui. On réussit de plus en plus. On réussit de plus en plus. Et les femmes envahissent les centres d'études juives. Elles peuplent les salles d'études. Oui, je le vis.
Personnellement, C'est-à-dire j'assiste à des cours avec d'éminents professeurs comme le professeur Beno Gross. On étudie avec lui le Maral de Prague. Et nous sommes toujours en minorité, les hommes. Il y a beaucoup plus de femmes très intéressantes, des psychologues, des professeurs d'université. Elles sont là. Et d'abord, leur remarque très intéressante tout le temps, elles sont parmi les élèves les plus assidus, donc elles ont leur place. Alors, elles étudient, mais elles ont aussi envie de participer à la vie rituelle. Oui. Et donc, on a vu ces derniers jours des femmes venir en talit au Kotel, au mur des lamentations, pour faire un minyan et pour prier, pour lire dans la Torah. Et bien, il y a eu un vrai scandale. Vous avez vu ça quand même dans la presse, non ? 10 femmes ont été arrêtées, arrêtées par la police. Moi, j'avoue quand même. Que je suis un petit peu tiraillée parce que je suis effectivement pour un pluralisme religieux au Kotel. Je ne suis pas pour cet monopole orthodoxe en général sur les lieux saints. Maintenant, je trouve que ce symbole du talit, c'est une provocation d'après quelqu'un vous est un petit peu vain. Je crois qu'il y a beaucoup à faire pour l'avancement des femmes. Et à mon avis, ça pourrait passer par d'autres symboles que celui-là. Et j'ai juste envie de dire qu'elles le font depuis des années. Je crois que ça fait 24 ans qu'elles ont cette initiative-là. Oui, elle s'appelle les femmes du mur, d'ailleurs. Les femmes du Kotel, exactement. Et la preuve, c'est que ça n'a toujours pas porté ses fruits. Donc, effectivement, je pense que le courant réformé mérite sa place dans le judaïsme israélien. Il y a eu de belles initiatives. Maintenant, on veut rémunérer les rabbins et les femmes rabbins comme les rabbins orthodoxes. D'ailleurs, c'est toujours pas appliqué, mais ça a été voté. Cette histoire de talit, moi, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à y adhérer. Voilà. Alors la Cour suprême... Bravo. Et j'ajoute encore de l'eau au moulin de Nathalie en disant que les téphilim, c'était encore plus exagéré. Ça avait l'air presque du ridicule. Oui, bon, c'est vrai, elles se sont mises en théâtre, elles se sont mises en scène. Hein. Mais ce qui est bizarre aussi, c'est que la Cour suprême israélienne, qui d'habitude prend des décisions plutôt, on va dire, laïques, eh bien, avait confirmé l'interdiction du gouvernement faite aux femmes de porter tefilin et talit pendant la lecture de la Torah au Kotel. Et talit de certaines couleurs uniquement. C'est-à-dire qu'on leur interdit, je crois, le noir et le bleu, mais elles peuvent avoir un talit rouge, violet, jaune. Multicolore. Un châle, voilà, quoi. Donc, oui, un foulard. Alors, un autre événement qui concerne les femmes et le judaïsme, c'est ce fameux discours d'intronisation de cette députée de la Knesset, cette nouvelle députée qui appartient au parti de Yair Lapid, Yesh Atid. Elle s'appelle Ruth Calderon. Et lors de ce discours d'intronisation, où elle est censée en fait se présenter devant les députés, eh bien, elle a tout simplement fait un cours de Gemara à tous les hommes qui étaient face à elle à la Knesset. Et ils ne dormaient pas. Hein. Ils écoutaient avec les yeux grands ouverts. Vous l'avez entendu, ce discours, Oui, j'ai écouté, merci. Mais il y avait un grand message là. Yair Lapid ne veut pas, comme son père, être qualifié de parti anticlérical, de parti un bouffe-rabbin, comme il y a des bouffeurs. Un bouffe-rabbin. Voilà. Et il fait tout pour cela. Et Madame Calderon l'a aidé beaucoup en montrant, regardez, nous sommes des femmes, nous étudions le Talmud, ne croyez pas que c'est un parti anticlérical, bien au contraire. C'était le but. Là. Ah, donc c'était un peu de marketing. Une opération de public relations. Mais c'est bien. Mais alors comment on peut expliquer ces femmes et ce retour en fait vers ces valeurs de judaïsme? Pas les valeurs peut-être, sur de la pratique du judaïsme. Est-ce que les femmes finalement étaient en mal de spiritualité juive? Non, elles veulent leur place comme partout. Je pense surtout qu'il y a du choix en Israël. Il y a beaucoup de séminaires, il y a beaucoup de centres d'études, beaucoup plus que lorsqu'on habitait en France, par exemple, et qui sont ouverts aux femmes aussi, et à toutes les heures de la journée, que ce soit le matin, que ce soit le soir. Donc, il y a une facilité, il y a une ouverture qui a permis aux femmes, aux jeunes, même aux étudiants, par exemple, à l'université de Bar-Ilan, il y a un endroit pour les jeunes pour étudier en dehors des cours, et il y a des chevroutot entre femmes aussi. Donc, je pense que c'est un contexte plus qu'une... Elles ont toujours étudié, je pense, les femmes, mais c'est vrai que depuis ces dernières années, on assiste vraiment à une pléthore de centres qui existent. On peut penser à Matan, à Jérusalem, bien sûr, qui est très connu, qui est vraiment une très belle institution. Et puis peut-être que c'est aussi tout doucement des frontières qui s'affaissent et qu'on permet aux femmes d'avoir accès à certaines disciplines qu'on pensait un peu réservées aux hommes. Alors bon, on n'est pas encore vraiment dans l'étude du Talmud ou de la Gemara de façon très profonde, mais c'est vrai qu'il y a vraiment
une réelle motivation de l'étude, et c'est très bien. Et je voudrais rebondir sur effectivement cette intervention de Ruth Calderon. C'est vrai que ça a été un beau message. Ça a été un beau message de pluralisme. Effectivement, la première réaction de Yair Lapid a été de l'enlacer, comme si, il la remercie chaleureusement. Elle a fait passer un très beau message. Effectivement, c'est bien pour Yesh Lapid, mais c'est quand même avant tout, à mon avis aussi, une belle leçon de se dire, voilà, on a une femme brillante, érudite, qui revendique en plus de ne pas être complètement pratiquante. Et justement, c'était très bien de se dire, on a une femme qui n'est pas religieuse strictement, mais qui revendique son droit au savoir. Et son identité. Absolument. C'est encore beaucoup plus maintenant. Vous savez que, par exemple, tous les jeudis, à l'Institut Begin, il y a un cours de commentaire de la paracha qui est excellent. Et celle qui est en vedette là-bas, quand elle est là, elle remplit la salle et on est obligé de mettre des écrans à l'extérieur avec des caméras, tellement les gens viennent pour l'écouter. C'est une femme. Maintenant, il y a des femmes qui enseignent la Torah, qui sont dans leurs commentaires. Elles excellent et certaines fois mieux que les hommes par leur chidushim, c'est-à-dire leur façon, leurs innovations dans l'interprétation. Est-ce que c'est un phénomène de Jérusalem ou est-ce que ça se passe dans toutes les villes d'Israël ? Je pense même qu'il faut voir ça de façon un peu plus globale et pas arrêter qu'au niveau d'Israël, parce que je pense que par exemple en Russie il y a les pucériotes, dans les pays de l'Est il y a les Femen, même en France là récemment ils ont fait une action coup de poing pour les 850 ans de Notre-Dame de Paris. Ils sont partis se déshabiller carrément pendant une messe. Je pense que c'est plus une interpellation de la cause féminine, une sorte de résurgence par rapport aux droits de la femme actuellement. Je crois, Yohann, que ça avait été condamné d'ailleurs par le maire de Paris, cette action. Elle a été condamnée. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle a été condamnée par le maire de Paris, qui lui-même avait salué l'action des pucériotes dans une église en Russie. Ah oui, mais alors pas chez lui. Hein. Voilà, exactement, tout à fait. Et on le sent dans tout le reste du pays, ou c'est que à Jérusalem qu'on sent un petit peu cette effervescence de l'étude ? Je peux vous dire qu'à New York, vous savez, où vous avez 1 heure pour le lunch à déjeuner, dans tous les grands bureaux, surtout dans la cité des affaires, là-bas à Manhattan. Et vous avez un phénomène depuis quelques années. Les gens, ils achètent un sandwich et ils se réunissent pour étudier. Oui, et même dans le train. La Torah. Dans le train qui les emmène au travail le matin. J'ai vu ça dans le métro aussi à New York. Oui. C'est nouveau. Et alors chez nous en Israël, c'est dans le train. Vous savez qu'il y a des wagons entre Tel Aviv et Jérusalem. Des wagons d'études. Des wagons d'études. Les gens se retrouvent le matin la même. Le XXe siècle sera religieux, spirituel. Moi, je voudrais juste rajouter aussi quelque chose. Effectivement, à Tel Aviv, qui est traditionnellement une ville laïque, il y a vraiment un renouveau. On assiste à l'ouverture de yeshivot. Les yeshivot laïques, d'ailleurs, elles s'appellent comme ça. Voilà, qui ont effectivement un petit peu plus une affiliation avec le courant réformé. Et il y a des offices de Kabbalah de Shabbat sur le port de Tel Aviv, face à la mer, avec des micros. On n'est pas dans la stricte observance, mais on chante tous ensemble, vue sur la mer. On adapte en fait un absolument. petit peu. Mais disons que c'est dans l'air. Voilà, c'est vraiment un mouvement émergent de retour vers les textes. Mais c'est bien, même à Tel Aviv, on ne laisse pas Dieu tout seul. Alors, une très belle histoire humaine s'est passée en Israël et vous en avez parlé d'ailleurs dans le site mondejuif.info. C'est l'histoire de ce coureur, de ce réfugié. D'abord, il est réfugié du Nord-Soudan. Il s'appelle Roni Tartin, qui s'entraîne maintenant au club de sport du Maccabi Tel Aviv 2 fois par semaine. Et il court, en fait, et il a envie de rentrer dans l'équipe nationale. Il vient de la tribu Nouba, au Soudan. Yohann, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu plus cette histoire en détail ? Il a une histoire touchante et bouleversante parce que c'est aussi un regard sur la société israélienne, sur ce qui se passe actuellement par rapport aux réfugiés clandestins. C'est aussi, on interpelle sur la société israélienne sur qu'il y a aussi des fois des situations très compliquées et cet athlète fait partie justement d'un peuple qui est pris entre le marteau et l'enclume. Ils sont nés au mauvais endroit. C'est une minorité qui est prise entre le régime de Khartoum, qui est un régime sanguinaire avec des millions de morts,
Ce sont des crimes contre l'humanité. Et ils sont pas reconnus aussi par le Sud-Soudan, par le jeune État. Et donc, pour eux, c'est le cercueil ou la valise. Donc, ils ont préféré partir. Donc, dans un premier temps, lui et sa famille ont pris leur valise pour l'Égypte. Et même en Égypte, il y a de très grosses tensions par rapport à ces réfugiés. Et c'est encore plus violent qu'en Israël. C'est vraiment des lynchages, limite des pogroms. Et donc, il a pris, avec sa famille, il a pris la décision de s'exiler en Israël, avec tous les risques que ça comporte. On imagine, parce que les contrebandiers bédouins ne font pas de cadeaux. Ils n'ont pas de scrupules. C'est des enlèvements, des viols, des meurtres. Et ils sont donc arrivés, toute la famille est arrivée à la frontière israélienne. Ils ont été jetés, eux et des dizaines d'autres, près de la frontière. Et ils ont été arrêtés normalement par l'armée israélienne. Et après examen de leur dossier, ils se sont rendus compte qu'effectivement, ce sont vraiment des réfugiés politiques et qu'on ne pouvait pas ni les renvoyer dans leur pays, parce qu'ils sont en danger de mort. Donc, ils ont été... obligés, on va dire, non ? Non, pas obligés, mais... On les a gardés. On les a gardés. On les a accueillis, on les a gardés, on les a installés dans la ville d'Arad. Donc, voilà, tout à fait. Toute la communauté, en fait, tout ce peuple Nouba. Le peuple Nouba est assez bien ancré dans la ville d'Arad. Et donc, il est devenu un personnage influent de cette communauté. Et il s'est fait remarquer par un couple d'Israéliens qui est tout à l'honneur d'Israël et des valeurs juives, qui ont pris en main complètement sa vie en Israël, sa famille. Et ils ont lancé une grande campagne sur les réseaux sociaux pour faire connaître non seulement son destin personnel, mais aussi qu'il a des rêves. C'est un athlète. Donc l'aider à réaliser ses rêves. Voilà. Donc ils l'ont inscrit. Ils l'ont inscrit au centre d'entraînement du Maccabi Tel Aviv. Magnifique cette histoire. Et depuis, il cherche des fonds pour lui et sa famille. Voilà. Parce que vous savez, il y a certaines manifestations racistes dans le monde du sport ces dernières. Mais je peux vous dire que là, il y a l'unanimité. C'est le rêve que ce jeune athlète-là, enfin, fasse participer. En plus, maintenant, il a un prénom israélien, il s'appelle Roni. On voudrait qu'il participe non seulement à la Maccabiade, mais aux prochains Jeux Olympiques, dans le 400 mètres où il excelle, et qu'enfin, il nous apporte une médaille. On lui souhaite. On lui souhaite et on se le souhaite aussi. Et montrer une fois de plus que le racisme n'existe pas comme on veut le démontrer. Il existe, mais pas cette lâche-là. Là, c'est le rêve de tous les Israéliens. C'est une belle histoire qu'on avait, bien sûr. Je rajouter un petit mot, effectivement, pour revenir sur ce que Johan disait par rapport à la société. C'est vrai qu'il a été menacé d'expulsion, puisque Daniel sera plus compétent que moi pour expliquer l'histoire des frontières. Mais il y a un lobby qui se forme contre cela. Et voilà. Et en fait, il y a eu une réaction très forte des gens de la ville d'Arad qui, de façon quasi unanime, se sont portés prêts à défendre cet homme. Ça a été vraiment un très, très beau mouvement de solidarité. Ces mêmes gens qui pensaient qu'il y avait une concentration un peu trop grande par rapport à la population de gens qui venaient des réfugiés. Mais là, c'est ce couple-là, surtout lui, qui a été pris en sympathie. D'ailleurs, vous l'avez vu, il a quelque chose de particulier qui suscite la sympathie du monde. Oui, absolument. Et alors, vous allez voir, il va nous porter une médaille olympique. Ah, ça c'est sûr. Alors, est-ce qu'on peut penser qu'Israël est un pays refuge, le pays des... En tout cas, c'est le pays refuge des Juifs, ça c'est sûr, mais le pays de refuge aussi peut-être d'autres habitants du monde? C'est ce que le lobby qui a été formé, il dit, rappelez-vous qu'il y avait été étranger dans les terres des autres. Exactement. J'ai une devinette pour vous. Ah oui, je vais essayer chaque semaine de vous trouver une petite devinette comme ça. Alors, ne répondez pas tous en même temps. Que s'est-il passé au mois de février 1896 ? Le 16 février. Le 16 février 1896, c'est un événement qui a marqué l'histoire du peuple juif. Heureux ou malheureux ? Ah, ça on en parlera après, d'abord répondre à la question. Non, mais c'était pour me mettre sur le chemin de la réponse. Johan le sait, je vois dans son regard. Il est très beau en histoire, lui. Lui, il est très beau en histoire. C'est un événement très important, très heureux. Est-ce que ça ne serait pas la naissance d'un livre ? Théodore Herzl, il a couché par écrit
son rêve, celui de la création d'un État des Juifs, d'un État pour les Juifs. Et c'est le début du fabuleux destin d'Israël moderne. Absolument, voilà. Donc c'était L'État des Juifs. L'État des Juifs, le livre de Théodore Herzl qui est sorti le 18 février 1896. Alors, chaque fois qu'on a un rêve, il paraît que pour qu'il se réalise, il faut l'écrire justement sur un papier. Et ça, je l'avais lu dans une ségoula. Moi aussi, je l'avais lu et je l'ai fait. Vous savez ce que j'ai écrit sur mon Non, papier? dites-moi. 500 millions de dollars. Et alors Non, mais On en est loin. non, mais je veux dire, Théodore Herzl finalement a fait la même chose. C'est-à-dire, il avait un rêve, il l'a mis sur le papier et ça s'est réalisé. Donc cette ségoula marche. Bon, Et alors on essaye. il faut savoir qu'est-ce qu'il a pu souffrir dans son chemin pour arriver. On lui doit On beaucoup. imagine, bien sûr. Ouais. Moi, j'ai écrit beaucoup sur Herzl et la papauté, puisqu'on parle du pape. Absolument. Et pour avoir cette réunion avec le pape, c'était là la ségoula, le miracle. Il est assis dans un café à Venise. Il revient de Rome, il n'a pas pu voir le pape comme les dizaines de fois qu'on y avait promis. Et il y a là-bas un monsieur qui est à côté de lui, qui parle hongrois comme lui. Il commande la même boisson que l'autre, et l'autre commence à parler et lui dit, il lui demande pourquoi tu es si déprimé. Il lui dit, voilà, je voudrais rencontrer le pape. Il dit, mais je te fais ça dans une semaine, je suis le peintre officiel du pape. Et il a rencontré le pape comme ça. Et il a rencontré. C'est extraordinaire. Hein. Extraordinaire. Voilà la ségoula dont vous parlez. Nathalie, vous ne le saviez pas. Hein. Non, pas du tout. Mais moi, je vais écrire sur mon petit papier dès ce soir. La Allez ségoula de la voir. semaine. Allez Alors la voir, semaine ouais. prochaine, je vous demanderai votre ségoula de la Ah ouais, semaine. ça c'est une bonne idée. Mais ne débutons pas avec 500 000 $. J'ai vu trop Comment grand, ça vous croyez, Daniel? Mais Oscar Wilde disait que si on a un rêve, il faut qu'il soit très grand pour pas le perdre de vue. Bah Exactement. voilà, exactement. Alors voilà, pour terminer l'émission, j'ai envie de faire un petit tour de table et que chacun me raconte son petit coup de cœur de la semaine, même un gros coup de cœur, en quelques mots. Marilyn, alors cette semaine, c'est quoi Eh bien, votre coup de le cœur? salon du livre à Jérusalem. Et puis, le coup de cœur donc serait, et je vais essayer de bien prononcer en espagnol, Antonio Muñoz Molina. Est-ce que c'est bien, Daniel? Très bien, très bien. Super, donc je suis ravie, bien évidemment, puisqu'il auteur émérite qui a reçu donc ce prix international au dernier salon donc du livre de Jérusalem. Alors que Molina a reçu de nombreuses menaces. Comme chaque Chaque personnalité qui veut se rendre en Israël, eh bien, il leur a répondu et il est venu. Et ça, je dis bravo. Bravo pour ce choix aussi. Je ne sais pas si, bien évidemment, je ne veux pas mettre en doute la noblesse, la grandeur de l'œuvre de Molina. Mais c'est vrai que ce prix arrive sur un auteur espagnol, alors que cette année, l'Espagne a donné la possibilité aux Juifs espagnols qui avaient dû fuir, expulsés d'Espagne. par Isabelle la catholique, donc a reconnu, j'ai envie de dire entre guillemets, ces Juifs espagnols comme ses propres enfants, c'est-à-dire comme des Espagnols, en leur donnant la possibilité donc de reprendre la nationalité espagnole. Donc je trouve que c'est un petit peu Joli symbolique. Oh oui, tout à fait. Peut-être un retour d'ascenseur, tendons la main aux Espagnols, les Espagnols nous ont tendu la main. Je trouve que c'est beau et c'est vraiment mon coup de cœur de la semaine. Super, Johan. Alors mon coup de cœur, c'est la victoire surprenante des jeunes espoirs israéliens qui sont devenus champions du monde de hockey. C'est incroyable parce qu'en Israël, il n'y a que 2 centres d'entraînement et avec très peu de moyens et surtout beaucoup de volonté et de dynamisme, voilà, ils ont ce super résultat et ce que je souhaite, c'est qu'ils ouvrent la voie parce qu'au mois de juin prochain, on va avoir le championnat d'Europe Espoir, aussi des moins de 18 ans et je souhaite la même chance pour l'équipe d'Israël. Super. Moi, ce qui m'a touchée, juste un instant, c'est vrai que je coupe un petit peu, moi, ce qui m'a touchée dans cette victoire, en fait, c'est que ce sont des enfants, en fait, qui viennent d'un pays qui a été vraiment bâti dans le désert et que ce champion, c'est un championnat de hockey sur glace. Et oui. ça, je trouve ça C'est vrai. magnifique. Voilà. Nathalie. Alors, Marilyn a montré qu'elle était bilingue en espagnol. Moi, je vais vous parler en anglais. Et mon coup de cœur, c'est One Billion Rising. C'est une initiative américaine. C'est l'auteur des Monologues du vagin qui a lancé ça. Effectivement, ça s'est répandu très vite via les médias sociaux. L'idée, c'est une très belle idée. C'est de dire, ce soir, 14 février, rendez-vous dans les rues, dans tous les endroits du monde, on danse.
Et on fait ça en soutien à toutes ces femmes qui sont, je crois, 1 sur 3 dans le monde à souffrir de violences sexuelles Un chiffre impressionnant. ou de torture physique. Énorme. Énorme. Et de dire, voilà, il faudrait qu'on soit ce soir 1 milliard dans les rues Pour danser. pour danser, pour se retrouver et pour manifester notre solidarité. D'autant plus qu'il y a eu cet événement assez récent en Inde qui nous a tous profondément bouleversés. Donc je pense que vraiment, c'est une très très belle initiative. Allons danser. Avec plaisir, je viens. Et vous, Daniel? Moi, comme toujours, je suis à la recherche des innovations dans le Ah oui, high-tech. Daniel adore Dans le ça. high-tech, c'est là que l'image d'Israël brille. Et cette semaine, au sujet d'une nouvelle usine qui est en train de finir sa construction à Haïfa, dans l'ensemble, vous savez, il y a un campus high-tech des technologies de pointe. Et c'est une usine qui va fabriquer à partir de matières grasses et des os Les os du corps humain. du corps humain pour pouvoir greffer sur des personnes qui souffrent de beaucoup de maladies ou de traumatismes ou d'accidents et qu'il va falloir reconstituer des os. Et on ne peut pas toujours, en prenant des os humains de leur corps, parce que c'est des gens qui n'en peuvent plus produire ou qui n'ont pas de souche pour faire cela. Comment s'appelle la société? Elle s'appelle Bonus Bio à Haïfa, comme je vous ai dit. Biogroupe. Bonus Biogroupe. Eh ben, c'est Une magnifique. société extraordinaire. Et ce qui est important, et c'est là, laissez-moi être un peu fier et cocardier. Allez-y. Cocardien. Cocardien. Coucou. Oui. Les Israéliens. Alors, il faudrait trouver l'équivalent israélien. C'est Je vous Coucou. Coucou. Ah, Oui. Ça t'embête, hein? C'est non, j'aurais pensé à quelque chose avec falafel. non. C'est une première mondiale. Il n'y a personne qui a fait ça encore ça dans le monde. Et c'est là Magnifique. que je suis vraiment avec vous, fier de ce qu'on fait dans notre pays. On est fiers avec vous. Eh bien, moi, mon Voilà. coup de cœur de la semaine, ce n'est pas la prochaine visite d'Obama, mais c'est celle de personnages que j'apprécie beaucoup, auxquels je suis très attachée, qui s'appellent Maxo, Julot et Guigui, et qui sont les personnages tunisiens, écrits et inventés par Michel Boujna il y a plus de 20 ans, et qui arrivent en Israël le mois prochain pour nous rendre une petite visite dans différentes villes, que ce soit Jérusalem, Tel Aviv, Ashdod ou Netanya. Et on va enfin revivre les histoires de cette communauté juive tunisienne que Michel Boujna a su mettre à l'honneur et refaire revivre. Sans être d'origine tunisienne, vous savez que j'ai des billets déjà. Mais moi aussi, comment ça se fait, Daniel? Alors voilà, on les a moi, tous je l'attends. déjà, il n'y aura plus de place Je bientôt. l'attends, moi, avec À Jérusalem, impatience. nous à Jérusalem. Ah, Tel Aviv, c'est prévu aussi. Tel Aviv Oui. et Ashdod et Netanya, où en général les artistes se rendent très peu. Donc voilà, moi c'est mon coup de cœur de la semaine, on l'attend avec impatience. Je vous remercie à tous d'avoir été présents cette semaine et puis à la Merci. semaine prochaine. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.